que nous commencions cette poursuite du PLF 2024 avec ce matin l'examen des crédits consacrés à l'enseignement agricole. Je remercie Monsieur le ministre d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas la première fois, mais par contre, je crois que vous êtes un des premiers ministres de l'Agriculture à venir aussi assidûment à chaque fois pour les discussions du PLF. Donc, on vous en remercie évidemment très sincèrement. Votre présence parmi nous au lendemain de l'examen du rapport de Jacques Grosperrin sur les crédits de l'enseignement scolaire nous donne l'occasion de témoigner de l'attachement de notre commission à l'enseignement agricole, à sa diversité, à sa place dans notre système éducatif et aux moyens alloués à son fonctionnement. Cet attachement du Sénat en général et de notre commission en particulier à cette spécificité française que représente l'enseignement agricole n'est pas nouveau. Nous avions eu l'occasion, notamment à travers le projet de loi de finances 2021, de nous mobiliser assez fortement pour alerter votre prédécesseur sur les risques encourus par cet enseignement si le schéma de rationalisation des moyens et la trajectoire budgétaire envisagée à l'époque par le gouvernement n'avaient pas été amendés. Par la voix de Nathalie Delattre, qui était à l'époque rapporteure pour notre commission des crédits de l'enseignement agricole, une mission d'information sénatoriale avait élaboré l'année suivante pas moins de 45 recommandations destinées à préserver, je cite ce rapport, un enseignement agricole de qualité dans l'intérêt des filières agricoles et alimentaires au nom de la cohésion des territoires. Vous aurez l'occasion, Monsieur le ministre, de nous indiquer dans quelques instants si 2 ans après la publication de ce document, les recommandations relevant de votre compétence ont pu être mises en œuvre et si les difficultés identifiées à l'époque, dont certaines que nous avions identifiées, demeurent d'actualité. Je pense en particulier à la concurrence entre établissements de l'enseignement agricole entre eux sur certains territoires, ainsi qu'à la concurrence entre les formations dispensées par ces établissements et ceux de l'éducation nationale, voire avec les formations dispensées par certaines officines du secteur privé lucratif, pour reprendre le terme de Stéphane Piednoir, au moment où l'apprentissage connaît une progression spectaculaire. Vous aurez sans doute également à cœur d'évoquer le pacte d'avenir qui devait accompagner le projet de loi d'orientation et d'avenir agricole annoncé par le président de la République le 9 septembre 2022, que vous aviez longuement détaillé devant nous l'année dernière et que, je dois vous avouer, nous avons un peu perdu de vue. Ce pacte devait en particulier contenir un axe consacré à la formation et à l'orientation des futurs professionnels du vivant. Nous serions particulièrement intéressés par les éléments que vous pourriez nous apporter sur les résultats des différentes concertations lancées à ce sujet au cours de l'année 2023. Monsieur le ministre, je ne serai pas plus long et vous propose d'organiser cette audition en 3 temps. D'abord, en vous laissant la parole pour que vous nous présentiez les grandes lignes du budget 2024 consacré à l'enseignement et à la recherche agricole. Ensuite, je donnerai la parole à Bernard Fialaire, qui est le rapporteur budgétaire pour notre commission des crédits enseignement technique agricole, qui est une demi-journée particulièrement intense puisqu'il sort de l'hémicycle où il rapportait une PPL, et puis ainsi qu'à Stéphane Piednoir et à Laure Darcos, qui ne sont pas encore arrivés, s'ils souhaitent prendre la parole au titre de leur fonction à l'OPEX, je pense. En donnant enfin la parole aux autres collègues qui souhaiteraient vous interroger sur les crédits de votre ministère. Je rappelle, pour terminer, que cette audition est captée et diffusée en direct sur le site du Sénat. Monsieur le ministre, je vous laisse la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci de votre invitation, auquel je réponds effectivement assez volontiers. C'est mieux quand il y a de la continuité. Et je trouve que c'est bien qu'on puisse faire à cette occasion un point sur l'enseignement agricole et sur les crédits qui sont attachés. Je sais l'attachement du Sénat à ce système éducatif, souvent méconnu ou mal connu, alors que sa pédagogie, sa contribution à l'émancipation de nos jeunes, l'engagement de ses équipes éducatives et son rôle essentiel pour le renouvellement des générations en agriculture et globalement pour le secteur agricole et bien d'autres secteurs méritent d'être reconnus, soutenus et valorisés. C'est aussi des établissements présents sur le territoire. Pour ce qui est du budget, c'est un budget en hausse de 6,3% que je viens vous présenter sur cette partie-là et qui, une fois les transferts de la mission enseignement scolaire réalisés, atteindra près de 10%, ce qui est une hausse assez historique de ces crédits. Je tiens dès ce préambule à remercier la sénatrice du travail qu'elle a fait et de son engagement durant plusieurs années et à saluer votre nouveau rapporteur, Bernard Fialaire,
pour la qualité des travaux qu'il a menés. L'enseignement agricole est un appareil de formation moderne, porteur de sens et qu'il convient donc de consolider. Il prépare une diversité de métiers et propose à cela une diversité de formations. Ça prépare à plus de 200 métiers. Les métiers des filières agricoles et agroalimentaires, les métiers de la filière forêt-bois, les métiers liés à la préservation et à la mise en valeur des milieux naturels, les vétérinaires, l'entretien et la création d'aménagements paysagers, les services aux personnes âgées ou la petite enfance en milieu rural, les services dans les territoires, le tourisme, l'animation, la communication, le commerce et la vente. Bref, ça forme à des métiers qui sont très présents sur l'ensemble des territoires, en particulier évidemment les territoires ruraux. Il repose en 2023 sur près de 800 établissements présents sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Et il dispose, donc, et je sais que vous y êtes attentif, d'un enracinement local et d'une capacité d'innovation et d'expérimentation dans nos territoires. Et je tiens à saluer les qualités des relations avec les responsables de l'enseignement, qu'ils soient publics ou privés, et leur implication dans les grands enjeux de l'enseignement agricole. Chacun apporte et joue un rôle singulier et complémentaire, et chacun reconnaît que le rôle est complémentaire d'ailleurs dans l'ensemble de l'enseignement agricole. L'année scolaire 2023-24 est marquée par la poursuite de l'augmentation globale du nombre de jeunes qui suivent la formation de l'enseignement agricole, et c'est une satisfaction dans une démographie globale, on en avait parlé je crois l'an dernier, déclinante. Le secteur de l'enseignement agricole est un des rares secteurs qui voit ses effectifs légèrement progresser, mais progresser quand même par rapport au reste de l'enseignement. Ça montre l'intérêt qu'ont les jeunes générations pour ce type d'enseignement. Sur le long cours, les effectifs totaux de l'enseignement agricole augmentent de manière constante depuis 2018, avec 4,6% d'élèves, d'étudiants et d'apprentis en plus entre 2019 et 2022. S'agissant spécifiquement de l'enseignement agricole technique, il comptait en 2022, à rentrée 2022, 196 000 élèves en augmentation de 0,3% par rapport à l'année précédente et de 4% par rapport à 2019. C'est donc une dynamique qui est enclenchée et on aura peut-être l'occasion de revenir sur la question des apprentis. L'enseignement agricole veille au cheminement de chaque apprenant, c'est d'ailleurs une de ses grandes forces, je trouve, à ceux qui ont déjà un projet assez défini. Il propose une formation adaptée à ceux qui cherchent une voie ou qui cherchent leur voie, pour vous dire les choses plus simplement. Il propose tout un éventail de possibilités et un accompagnement très personnalisé. Je voudrais souligner l'attention toute particulière que l'enseignement agricole porte aux plus modestes. Bien qu'accueillant des élèves au profil social globalement moins favorables que ceux de l'éducation nationale, les taux de réussite aux examens et les taux d'insertion professionnelle de ces élèves sont régulièrement supérieurs à ceux de l'éducation nationale, comme l'a souligné le rapport de 2021 de la Cour des comptes sur le coût et la performance de l'enseignement agricole technique. Je voudrais également insister sur le fait que l'enseignement agricole veille à l'engagement des jeunes, tant dans la classe que hors de la classe. C'est un accompagnement global, avec la démarche d'éco-délégués et dans le cadre des associations des lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis et des associations sportives. Il propose un enseignement socio-culturel et une ouverture sur l'international qui sont, je crois, reconnus. L'enseignement agricole technique dispose enfin d'un budget de 2024 qui lui permet de préparer l'avenir par l'innovation et la formation de nos jeunes face aux défis majeurs de renouvellement des générations en agriculture et de l'adaptation au changement climatique. En effet, le programme 143 dispose d'un budget de 1,7 milliard d'euros en augmentation de 100 millions par rapport à la loi de finances initiale de 2023. Le transfert de 76,8 millions additionnels au PLF 2024 depuis le P141, le programme 141 enseignement scolaire public du second degré, pour financer le pacte enseignant, portera la hausse réelle à 176 millions d'euros, soit une augmentation de 10%, marquant la priorité donnée par le gouvernement et globalement à l'éducation. La première priorité de ce budget, donc, en forte hausse, est donc de renforcer l'attractivité du métier. Je sais qu'il s'agit d'une préoccupation qui sera exprimée par votre rapporteur. Ce PLF permet notamment de financer plus de personnel, leur CDIsation et leur rémunération. Il permet le renforcement des équipes éducatives et de services de médecine scolaire, plus 20 ETP, une hausse conformément à la trajectoire qu'on s'est donnée, dont on avait déjà parlé ensemble, Monsieur le Président, des effectifs des AESH est prévu, des accompagnements des élèves en situation de handicap, ainsi que la revalorisation de leur rémunération, la CDIsation de 223 ETPT d'AESH, et c'est un élément important, le fait qu'ils puissent être CDIsés, et de 137 assistants d'éducation, soit 360 équivalents temps plein. La hausse du point d'indice de la fonction publique va concourir pour 10,6 millions d'euros et les mesures bas salaires pour 6 millions d'euros. S'ajoutent à cela les mesures du pacte enseignant qui seront ajoutées par transfert à ce PLF 2024. Un transfert à hauteur de 34 millions d'euros permettra de financer la partie socle du pacte enseignant
soit l'augmentation inconditionnelle des enseignants et CPE et les mesures d'amélioration de leur carrière. Ceci correspond à une augmentation, je le dis et je le répète, de 100 à 230 € net de plus par mois pour les enseignants bénéficiant de l'indemnité de suivi et d'orientation, et je le répète sans condition. C'est effectif depuis la rentrée 2023 et c'est inédit. Un autre transfert de 42 millions d'euros pour la partie briques de Pâques pour les enseignants qui seront volontaires de cette démarche. Or, dans l'enseignement agricole, l'adhésion à des missions de briques a été très importante. 58% des agents de l'enseignement agricole, c'est à signaler, 53% dans le seul enseignement agricole public, ont souscrit au moins à une des missions du pacte. Chaque brique est rémunérée 1 250 € brut annuel. Au total, 65% des briques disponibles ont été attribuées. Et en moyenne, cela fait, pour reprendre ce schéma des briques, 2,6 briques, soit en moyenne, ça c'est le plus sonnant et trébuchant, 240 € mensuels en plus. Je veux devant cette commission remercier les équipes de direction qui ont et continuent à accompagner la mise en œuvre de ce pacte et remercier les enseignants qui s'y sont engagés très résolument. Le versement prochain de la prime dédiée aux directions prévues dans le pacte enseignant reconnaîtra ce nouvel engagement évidemment de leur part. Je veux aussi redire ma détermination à améliorer leur statut d'emploi par ailleurs. Les discussions avec la DGAFP sont en cours. Ce statut d'emploi amélioré sera un élément durable de l'attractivité de ces fonctions parfois difficiles et éminentes de direction. Seconde priorité du budget, renforcer la protection de la santé et l'inclusion de nos élèves. Chemin continu que nous essayons de mener depuis plusieurs années et qu'on essaie de poursuivre dans la durée. C'est la continuité de l'effort qui paye dans ces cas-là. 3,8 millions pour revaloriser les assistants d'éducation et le recrutement de 39 ETP d'assistants d'éducation, le renforcement de nos équipes de médecine scolaire comme évoqué précédemment, le renforcement de la lutte contre le harcèlement scolaire. J'ai lancé un plan dédié conformément aux annonces de la Première ministre en octobre 2023, construit sur un engagement de longue date de l'enseignement agricole. Ce nouveau plan renforce la prévention, la vigilance, le traitement des cas signalés, les sanctions évidemment aussi. Il généralise aussi l'accès au 30-18 pour tous dans l'enseignement agricole. Par ailleurs, après une augmentation de 10,3 millions d'euros en 2023, notre politique d'école inclusive verra son budget augmenter de 3,5 millions d'euros en 2024, dont 0,7 sont déjà inscrits au PLF et 2,8 seront l'objet d'un transfert en gestion à partir du programme 230. La troisième priorité est de renforcer l'attractivité de l'enseignement agricole pour les apprenants. Par les mesures prises, je souhaiterais en mettre 3 en avant pour être rapide. Je suis déjà sans doute un peu long, mais le budget de l'enseignement agricole augmente de 66,7 millions d'euros pour financer l'allocation des élèves de la voie professionnelle, comme l'a annoncé le président de la République dans le cadre de la réforme de la voie professionnelle. Les semaines de stage donneront lieu à cette allocation aux élèves de CAPA et Bac Pro en cette année 23-24 et il sera opérant à partir de début 2024. Le ministère met en place la rénovation de ces bacs professionnels. Je veux juste y en donner quelques éléments. Certains d'entre vous m'ont saisi à ce sujet, comme l'ont fait certains syndicats. Ce travail de rénovation pédagogique a été lancé dès 2020, soumis à nos instances à partir de 2021 et ces bacs pro rénovés se mettent en place en classe de première en cette rentrée. Sur le fond, cette rénovation poursuit un but pédagogique, renforcer les temps permettant aux élèves d'appréhender les compétences dans une approche globale et de manière concertée. Il s'agit en particulier des temps d'enseignement en pluridisciplinarité, c'est-à-dire intervention conjointe de 2 enseignants, de 2 disciplines différentes face aux élèves, par exemple mathématiques et agronomie. Et je pense que c'est très utile. Cela se traduit concrètement par une semaine de plus de stages collectifs, plus d'enseignants invités à faire des cours en pluridisciplinarité, une semaine dite blanche en plus pour que les équipes puissent adapter leurs modalités d'enseignement et d'accompagnement des élèves ou préparer cette intervention en pluri, les projets qui vont avec évidemment. L'évolution des grilles horaires et du décompte des heures de pluri entraîne des réactions de certains syndicats de personnel. Je veux déjà vous indiquer que cette rénovation de Bac Pro ne se fait pas avec moins de dotation horaire pour les enseignements, mais au contraire avec légèrement plus. Il n'y a donc pas de recherche d'économie vis-à-vis des enseignements, c'est assez facilement démontrable, et donc de leur rémunération. L'objectif est bien un objectif pédagogique. Il y a en effet, et ceci dit, il faut aussi l'assumer, des changements de grille horaire et de l'organisation des semaines de cours, des semaines de stage et des semaines blanches. Certaines semaines font l'objet d'un décompte précis des horaires, d'autres non, et donc certaines fiches de service ont évolué. Vous l'aurez compris, ce nouvel équilibre concis pour une seule raison, améliorer la formation à moyen constant, voire avec un peu plus, nécessite d'être mieux explicité, mieux accompagné. Je m'y emploierai avec le souci, avec mon directeur,
de la DGEL avec le souci du dialogue pour faire en sorte que nous puissions aplanir les choses. Et j'ai rencontré certains d'entre eux sur le terrain là, ce week-end et je me suis engagé à pouvoir les rencontrer pour expliciter et démontrer ce que nous faisons. Enfin, le MASA met en place la rénovation de ses bacs professionnels. Ce travail de rénovation a été lancé dès 2020, soumis là aussi à nos instances. Donc ça, c'est les éléments. Pardon, excusez-moi, je redisais 2 fois la même chose. L'évolution des grilles horaires va se faire dans ce cadre-là. Et donc, je disais, on va essayer de revoir avec les syndicats qui sont concernés, qui sont en émotion. Enfin, ce budget poursuit, notre engagement en termes d'orientation et d'attractivité. Campagne communication, aventure du vivant. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui a produit l'attractivité des métiers, mais en tout cas, reconnaissons que depuis qu'elle a été lancée, l'attractivité vers les formations qui mènent à ces métiers de l'enseignement et des métiers du vivant est un élément très important. Et donc, je voudrais annoncer aussi que l'agriculture et l'agroalimentaire et ces métiers ont été mis au cœur des priorités de la Convention cadre relative à la découverte des métiers pour les collégiens des classes de 5e, 4e, 3e qui sera signée par les différents ministres concernés et régions de France prochainement. Et enfin, dernière priorité, et ça me permet de répondre à cette question-là, placée au cœur de la loi et du pacte d'orientation et de transition pour le renouvellement des générations, vous l'avez évoqué, 7 mois de travail, un certain nombre de préconisations et qui seront poursuivies. La Première ministre annoncera dans les semaines qui viennent, avec moi évidemment, ce pacte et cette loi d'orientation. Il y a pu avoir le sentiment, vous avez raison Monsieur le Président, qu'il y avait un temps de silence d'une certaine façon. Le travail s'est poursuivi, nous continuons à le travailler, évidemment sur les bases de ce que nous avons dit, qui étaient les bases de la découverte des métiers, de l'orientation vers les métiers, de la facilitation à l'entrée dans ces métiers, de l'évolution pédagogique, et avec un enjeu majeur pour nous qui est un enjeu de faciliter l'intégration dans ces métiers, dans toutes les formes de métiers, et de préparer les grandes transitions. On a besoin de former des jeunes qui, en situation d'exploitant agricole ou en situation de salarié dans les métiers de l'agriculture, puissent se préparer au défi immense qui est celui de la transition écologique, de la transition climatique et d'ailleurs, au final, de la transition, des transitions économiques, évidemment. L'accélération des transitions qui s'imposent nécessite des compétences nouvelles pour les futurs professionnels. Le pacte et les lois comportera donc des mesures de découverte de l'agriculture, d'orientation au collège et au lycée, de création de contrats locaux autour des établissements pour relancer les formations, la création d'un bachelor Bac plus 3 agro qui vient combler un manque, on l'avait évoqué je crois, Monsieur le Président l'an dernier, pour attirer et permettre d'accompagner la montée en compétences, de création d'un processus massif de formation continue des enseignants, des formateurs et des conseillers, parce qu'il faut former nos jeunes, il faut former aussi les formateurs, c'est un élément évidemment déterminant, et parce qu'ils souhaitent pour beaucoup d'entre eux préparer et mieux accompagner leurs apprenants et les agriculteurs ou les futurs agriculteurs de France. Mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, Monsieur le Président, vous l'aurez compris, je crois que ce budget est une étape importante pour reconnaître l'engagement des équipes éducatives, protéger et accompagner les apprenants, consolider un système qui marche. Il permet à l'enseignement agricole de se préparer à être un outil déterminant pour relever les grands défis de souveraineté de cette décennie que représente le renouvellement des générations et les transitions écologiques et climatiques. Merci, Monsieur le Président. Merci. Bernard Fieller, rapporteur des crédits budgétaires pour la Commission. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Ministre, vous avez insisté sur l'attractivité du métier. Ma première question, moi, c'est qu'à la rentrée 2023, certes, le nombre d'élèves est légèrement en hausse. Ça, c'est surtout dû au succès de l'apprentissage, et 1% environ des effectifs par an depuis 5 ans. Mais la nécessité, c'est 30% d'ici 2030 pour répondre au renouvellement des générations en agriculture. Alors, est-ce qu'il y a des actions supplémentaires qui vont être proposées pour continuer à poursuivre un petit peu l'attractivité comme ça des filières de l'enseignement technique agricole? Et si on attire les élèves, il faut aussi faire face aux difficultés de recrutement auxquelles l'enseignement agricole a à faire face, comme l'enseignement d'ailleurs en général. Ça va demander un nombre d'enseignants supplémentaires, d'autant qu'il y a plutôt des petits effectifs dans l'enseignement agricole. Et quelles mesures donc envisagez-vous au-delà du pacte enseignant pour répondre à cette crise d'attractivité? Par exemple, pour certaines disciplines techniques et professionnelles, est-ce que la voie dérogatoire pour permettre le recrutement d'enseignants simplement niveau Bac plus 3 licence, alors qu'actuellement on est sur Bac plus 5 qui pose, je crois, des problèmes de recrutement sur des formations techniques, est-ce que c'est quelque chose qui va être mis en place?
Enfin, est-ce que vous pouvez aussi nous faire un point sur les implications qui vont être des travaux qui vont être menés dans la loi d'orientation agricole? Est-ce qu'il y a des crédits supplémentaires qui vont venir abonder le programme 143 en 2024 pour la mise en œuvre de cette réforme? Et puis vous annonciez la semaine dernière que les agriculteurs sinistrés en novembre par les tempêtes et inondations en Bretagne, en Normandie, dans les Hauts-de-France pourront bénéficier d'un fonds de 80 millions d'euros. Est-ce qu'il y a des établissements de l'enseignement agricole qui ont été touchés par ces intempéries et est-ce qu'ils sont éligibles justement à ce fonds puisqu'il y a des exploitations agricoles dans ces établissements? Et puis la DGR nous avait précisé que le nombre d'étudiants, par exemple, vous parliez du succès de l'enseignement agricole et des échanges internationaux, avec pourtant simplement pour 2% notre total d'étudiants, il y en a quand même 9% qui bénéficient des crédits Erasmus. Vous savez qu'on vient de parler de la loi, le projet de loi immigration, et est-ce que la coopération qui se fait avec des pays, entre autres les pays africains, ou qui nous envoient beaucoup de réfugiés climatiques, justement parfois par manque de ressources liées à des nouvelles pratiques agroculturales, dont peuvent bénéficier, quel est le partenariat qui pourrait être fait justement dans cette coopération sur l'enseignement des nouvelles techniques que l'on maîtrise parfois chez nous? Il y a aussi l'impact de la hausse du coût de l'énergie. Certains établissements nous ont parlé de plus de 500% de frais dans certains établissements et l'enseignement privé catholique, entre autres, qui ne bénéficie pas forcément partout de participation des régions et qu'ils sont obligés d'augmenter les frais pour les familles alors que 45% de leurs élèves sont boursiers. Vous avez aussi parlé du problème de l'école inclusive. Alors, si dans le public, il y a des AESH, dans le privé, c'est des AVS, mais qui ont un statut moins attractif et moins pérenne. Est-ce qu'on pourra envisager d'ouvrir la possibilité à ces établissements de bénéficier d'AESH? Et puis enfin, une dernière question plus générale, c'est que l'agronomie, donc ensemble des sciences exactes, naturelles, économiques et sociales nécessaires pour pratiquer et comprendre l'agriculture, a été retirée de l'enseignement général de la filière agricole et désormais ce n'est plus qu'une option. Et certaines voix parmi les syndicats de l'enseignement agricole public s'en sont émus. Donc est-ce que c'est envisagé de rouvrir ces options pour justement la formation des chefs d'entreprise d'entreprises agricoles dont notre pays aura besoin? Cette première série de questions est assez nombreuse, mais précise. Merci, monsieur le rapporteur. D'abord, la question de l'attractivité des métiers et l'attractivité de l'enseignement agricole. Oui, une grande part, mais pas seulement, une part est tirée par les questions d'apprentissage. Alors, je vous fais une réponse en deux temps. La première, vous dites qu'il faut plus 30%, enfin il faut former plus 30% d'agriculteurs. Tous les gens qui vont dans l'enseignement agricole ne se destinent pas. Donc il faut dans le vivier, j'allais dire un vilain mot, dans le vivier des gens qui sont déjà dans l'enseignement agricole, faire en sorte qu'on essaye de les encourager à aller vers les métiers de chef d'exploitant agricole et pas peut-être aller vers des métiers où alors je ne sais pas s'il n'y a pas des besoins aussi, mais une partie du travail doit être fait là, me semble-t-il. Deuxième élément, c'est ce que j'ai dit, on a besoin de continuer à travailler. C'est ce qu'on porte dans le pacte d'avenir et loi d'orientation. De travailler sur découverte des métiers, attractivité des métiers. C'est un défi, plus 30, mais ça ne peut pas être que du net plus en enseignement agricole, c'est aussi à l'intérieur de l'enseignement agricole. Qu'est-ce qu'on fait pour encourager nos jeunes à travailler sur cette question? Et donc c'est un processus de découverte et une orientation dédiée, un processus national, qui sera proposé dans le pacte et dans la loi, avec une découverte. Moi, je suis certain que la découverte au collège est parfois, je ne sais pas si elle est tardive, mais elle n'est pas suffisante. Et je pense que la découverte très tôt, c'est-à-dire dans l'enseignement privé, alors il faut trouver les voies et moyens.
c'est parfois techniquement un peu compliqué. La découverte très tôt est un élément central d'attractivité du métier. Parce que nous avons désormais des populations qui vivent principalement dans les villes. Et donc ce qui était une découverte un peu du quotidien, de la vie de tous les jours, ne l'est plus. Et donc on a besoin de travailler dès le plus jeune âge sur cette question-là. Et on a besoin de penser, ce qui est une deuxième révolution, que la plupart des jeunes, ou d'ailleurs moins jeunes, qui vont s'installer dans les métiers de l'agriculture, chefs d'exploitation ou autres, ne seront pas du tout issus du monde agricole. Et c'est là qu'est notre vivier. Et c'est comme ça qu'on arrivera à retrouver des gens dans ces métiers, à renouveler les générations. Et puis évidemment des stages massifs dans tous les secteurs au collège. Ça nécessite que d'ailleurs nous constituions quelque chose de l'ordre d'accueillant pour des stagiaires. Donc c'est le travail que nous voulons faire avec en particulier les chambres d'agriculture pour faire en sorte que on sache où on peut envoyer des jeunes qui auraient envie d'aller faire des stages dans les collèges, dans des stages au niveau collège. Évidemment, la communication qui est importante. Alors, il y a un deuxième sujet, crise d'attractivité. Ça, c'est des apprenants, puis crise d'attractivité des métiers de l'enseignement. Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, c'est assez global. Comme les autres, nous participons au travail de revalorisation. C'est l'objet du pacte enseignant, en partie, hein. Mais deux, c'est la même crise, y compris d'identité, qui peut être posée sur la question agricole, c'est-à-dire qu'il faut qu'on dise en quoi le métier d'enseignant agricole est un métier d'avenir, est un métier porteur de sens. Alors, ça l'est déjà, mais il me semble qu'il faut qu'on aille plus loin. Donc, le pacte enseignant vise aussi à ça, par la rémunération. Mais la rémunération est une chose, mais aussi le sens qu'on donne aux choses, la manière dont s'organise l'enseignement agricole, c'est un élément de l'attractivité, me semble-t-il, et sur lequel nous allons travailler. Alors après, on essaie de travailler et d'innover en recrutant au niveau licence, et on joue en interne et on forme en interne en master pour avoir de nouveaux enseignants qui nous permettent de travailler sur ces questions. Quelques mots sur... vous m'avez parlé, est-ce que la loi ou le pacte... alors, une grande partie des moyens, ils sont quand même déjà budgétés, puisque j'ai du mal à dire qu'ayant un budget en hausse globale de près de 20%, lui-même en hausse globale par rapport à l'année précédente de 600 ou 700 millions, il faudrait encore... Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que la question, c'est comment on déploie tout ça. S'il y avait des besoins complémentaires, on verra. Ce qu'on a essayé de construire dans le pacte et la loi, c'est de ne pas attendre le pacte ou la loi pour avoir les éléments budgétaires. Ce qui est un peu, parfois, peut surprendre, mais je trouve que c'est mieux. Comme une grande partie, c'est du pacte, pas de dire on va attendre encore une année et perdre une année. Donc l'idée, c'était de gagner du temps en moyens budgétaires, et le pacte et la loi viendront montrer la cohérence d'ensemble de ce travail. Après, sur la question, vous avez évoqué sur la question... de l'école inclusive, c'est vrai, AESH traite tout droit public, AVS, c'est une autre... Donc il est impossible d'avoir des contrats de droit public dans le privé, mais des améliorations qui ont été faites sur les AESH ont vocation à être portées pour les autres qui sont sous autres statuts, et donc c'est un chantier qui est ouvert. Mais vous avez raison de souligner qu'il faut qu'on pense les deux accompagnements pour pas que l'un et l'autre soient lésés sur ces sujets-là. Sur la question, question des intempéries. Oui, il peut y avoir... Alors, bâti assez peu, de toute façon, c'est assuré. Enfin bref, tout ça, c'est assez documenté. Hélas, si je peux dire. Il peut y avoir des dégâts sur les exploitations dans certains cas. Évidemment, ça sera pris... je ne crois pas que ce soit... C'est autre chose que le budget des 80 millions que j'ai annoncé, qui sont plutôt destinés vraiment au secteur agricole directement touché, mais de toute façon... Nous en avons la responsabilité, évidemment, il faut que ce soit couvert. Il me semble que c'est un élément très important. Sur la coopération avec les pays, notamment ceux qui sont en difficulté, compte tenu, enfin, nous aussi, hein, mais plus que nous peut-être, du fait du dérèglement climatique, il y a beaucoup de projets qui sont en cours de coopération. C'est une tradition de l'enseignement agricole, et donc ça va se poursuivre. Peut-être que ça vaudra le coup de vous en faire un point plus précis même, hein, mais que le débat... pourrait être l'occasion de le faire, mais on travaille avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Angola, enfin bref, on a beaucoup de programmes de coopération, dans une logique de connaissance et qu'on connaît habituellement, mais aussi dans une logique de formation pour que des générations de jeunes dans ces pays-là puissent avoir des éléments là-dessus. Impact du coût énergie, c'est vrai qu'il peut y avoir quelques difficultés. On a aidé les affaires avec le fonds de roulement, mais ce n'est pas une solution pérenne, évidemment. Et donc, on va travailler sur l'année 2024 pour regarder et ajuster. On avait une année 2023 qui était une année un peu
sans qu'on sache comment tout ça allait atterrir. On commence à y voir mieux, et donc les choses, et donc le travail va se poursuivre dans ces affaires-là. J'en finis juste par la question de l'agronomie en option. Oui, l'enseignement agricole fait de l'agronomie, enfin globalement il fait de l'agronomie partout, parce qu'à chaque fois on se pose la question, et en fait plus encore plus, avec 72% de référentiels revus pour intégrer l'agroécologie. L'agroécologie, c'est de l'agronomie, hein. Mais c'est l'agronomie qui s'oriente vers la transition. Et puis l'enseignement agricole est le seul, je le signale au passage, à faire en filière générale, une bac générale, donc une biologie, écologie en spécialité. Et donc à parler agronomie en filière générale. Et donc c'est une spécificité. Donc il me semble que sur ce sujet-là, on est plutôt bien avancé. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre pour déjà ces réponses. Alors quelques questions complémentaires. En novembre 2023, une centaine d'enseignants ont signifié leur mécontentement par rapport à ce qu'ils disaient. Leur slogan, c'était « Travailler plus pour gagner autant ». Et ils remettaient en question la méthode de calcul qui avait été mise en application sur 30% des régions académiques et généralisée donc maintenant. Alors, que répondez-vous à ces enseignants et comment comptez-vous expliquer cette nouvelle méthode de calcul pour ces enseignants? Vous en avez déjà parlé, le harcèlement scolaire. Pouvez-vous nous dire si la manière d'aborder le harcèlement scolaire est différente, puisque on le sait, l'enseignement agricole est à une échelle différente de l'enseignement général, et donc est-ce que les outils doivent être adaptés à l'enseignement agricole, et est-ce que le phénomène est aussi massif? Ensuite, évidemment, les budgets sont à la hausse. Le nombre de jeunes qui s'orientent vers ces filières est aussi assez positif. Donc, lorsqu'on parle de AVS ou AESH, en réalité, sur l'attractivité, il y a une question sur l'attractivité du métier, sur la rémunération du métier, vous y avez déjà répondu, mais il y a une question aussi sur le nombre d'élèves accueillis. Donc, pouvez-vous nous préciser le nombre d'élèves accueillis et du coup, s'il y a plus d'AVS, en réalité, s'il y a plus d'élèves accueillis aussi, on l'a bien vu dans le budget enseignement scolaire, parfois une augmentation de budget ou une augmentation de personnel cache pas forcément un accueil qualitatif. Je voudrais revenir aussi sur les MFR, les maisons familiales rurales. Il y a une négociation, je crois, qui est en cours avec la DGR, qui semble, a priori, selon les auditions que nous avons pu mener avec le rapporteur, s'orienter vers un échec, semble-t-il. Et donc, l'objet de cette négociation, c'est de revenir sur l'aide par élève. Donc, à partir du moment où cette aide par élève à destination des maisons familiales rurales serait un échec cette année pour le budget 2024, pouvez-vous prendre l'engagement pour que 2025, on voit véritablement une aide revue? C'est un réseau qui est extrêmement développé sur mon territoire et qui répond à une demande importante. Pour finir, je voudrais évoquer le camion du vivant, puisque on sait que des millions y sont consacrés, et nous avons pu constater au cours de nos auditions un certain scepticisme quand même sur le rapport, l'investissement et la réalité de l'efficacité, puisque un certain nombre de personnes qui étaient présentes aux auditions disaient nous on ne l'a jamais vu, donc c'était une question d'efficacité par rapport au budget. Monsieur le ministre, je vous remercie. Alors, je vais prendre toutes vos questions, comme ça permettra au ministre de faire des recoupements éventuellement. Marie-Pierre Monnier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Moi, je rebondis sur deux questions de mes collègues à laquelle vous avez répondu partiellement sur l'agroéconomie. Parce que l'agronomie, tout simplement, parce que vraiment en audition, ceux qui nous ont interpellés, c'est ceux qui enseignent. Donc il y a peut-être vraiment un véritable sujet à creuser. Et je rebondirai sur la question d'Annick Billon portant sur l'évolution des fiches de service. Parce qu'avec cette évolution, soit ils ont des heures supplémentaires qu'ils perdent, les enseignants, et pour eux, ça revient à travailler plus pour gagner autant. C'est vraiment mal perçu.
Et vous l'avez souligné, il y a quand même un problème d'attractivité salariale et d'attractivité, j'ai envie de dire, de l'enseignement général, que ce soit en général ou en enseignement agricole. Donc vraiment, il faut peut-être, vous avez dit que vous avez rencontré ce week-end des membres de l'enseignement agricole, enfin des enseignants. Il faut vraiment revoir ce sujet parce que c'est vraiment pas bien perçu là non plus et que concrètement, ils ont vu un changement. Et je rejoins la question d'Annie qui est partie sur le fait, est-ce que vous allez, ce nouveau mode de calcul qui concerne actuellement la pluridisciplinarité, excusez-moi, je me suis gougée un bac professionnel, a-t-il vocation de se généraliser à l'ensemble des heures de pluridisciplinarité des diplômes d'enseignement agricole? La deuxième question est très spécifique, c'est, vous savez qu'il y a eu, ça concerne les lycées maritimes. Il y a la loi de 2002-1574 qui prévoit la possibilité de CDIser les AESH au bout de 3 ans. Or, le ministère de la Transition écologique, dont dépend le lycée maritime, ne tire pas la même interprétation de la loi. Et donc concrètement, les AESH qui exercent dans ces lycées, atteignant ces 3 ans d'ancienneté, ne sont pas réembauchés et donc pas CDIsés, le ministère préférant recruter un CDD. Est-ce que vous pouvez être en lien? Parce que là, c'est aussi une demande qui m'a été remontée. Est-ce qu'il est prévu de remédier à cette inéquité de traitement entre enseignement agricole et enseignement maritime? Je reste sur les AESH. Donc, en ce qui concerne l'enseignement agricole, pouvez-vous me faire un retour de l'application de la CDIsation? Je crois que ça concernait environ 300 AESH à la rentrée. Ça concernait environ 300 AESH à la rentrée sur les près de 800 que compte l'enseignement agricole. Ces AESH désormais ne dépendent plus donc des établissements où ils exercent, mais du ministère de l'Agriculture. Est-ce que vous avez suffisamment de ressources humaines pour répondre à cette évolution? Parce que je sais que ça a été un sujet aussi dans l'Éducation nationale. Et en fait, je terminerai par les postes moyens humains. Vous avez précisé qu'en effet, il y a plus 20 ETP en ce qui concerne services médecine scolaire et services sociaux. Mais je tiens à rappeler quand même que donc ça veut dire pas de création de postes d'enseignants. Alors vous parlez d'un effectif d'élèves qui est quand même une augmentation. Et je rappelle qu'il y a eu quand même 316 emplois qui ont été supprimés entre 2017 et 2022. Donc ça me pose question. Gérard Lahellec. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre, merci d'avoir rappelé les enjeux. Et comme je viens de Bretagne, j'ai peut-être des raisons supplémentaires de m'attarder sur ces enjeux s'agissant de l'agriculture. Et je privilégierai évidemment mon questionnement sur les objets de formation agricole. Mais d'emblée, je voudrais dire ici qu'il me semble que nous avons besoin d'une très grande ambition publique. Une très grande ambition publique, à la fois pour réussir les mutations en cours, donc il y a une ambition en matière de contenu de formation, ce qui n'est pas l'objet de notre réunion de ce matin. Et puis nous avons besoin de cette grande ambition publique, je le dis aussi dans notre région, sans dresser l'enseignement privé contre l'enseignement public, au contraire. Je pense que nos établissements publics ne bénéficient pas forcément des mêmes moyens que nos établissements privés lorsque l'on met les choses en comparaison. En tout cas, ça rehausse, me semble-t-il, la responsabilité publique. Et il ne vous aura pas échappé que dans une région comme la nôtre, nous recherchons aussi, dans nos territoires, des solutions pour conforter l'objet de ces formations. Je pense notamment à ce que nous sommes en train de mettre en place, un GIP regroupant l'ensemble des lycées publics, ce qui est une manière, à mon avis, de commencer à répondre au-delà des questions budgétaires elles-mêmes. S'agissant du budget, je pense que l'appréciation d'un budget ne vaut qu'en rapportant ce budget aux objectifs qu'on poursuit. Donc évidemment, en soi, il est positif. La progression dont vous avez pointé, évidemment, l'augmentation sensible est un élément positif. Les efforts particuliers qui sont produits dans le secteur médico-social pour aller très vite méritent d'être pointés. Plus 20 ETP à rajouter aux 10 du budget précédent, c'est plutôt positif. Je ne sais pas quel est le sort qui a été réservé aux 10 précédents. Peut-être ont-ils
été créé, peut-être n'a-t-il pas été possible de relever le défi totalement, je ne sais pas, vous pourriez nous le dire. Et puis enfin, sur l'attractivité des métiers, un peu comme mes deux collègues précédentes, évidemment, nous sommes interpellés sur cette question du réajustement du temps de travail, qui manifestement suscite pas mal d'émotions et de questionnements. En tout cas, ça n'est pas perçu d'emblée comme une avancée. En tout cas, l'appropriation par la profession n'est pas celle-ci. Par conséquent, tout éclairage qui nous permettrait bien de répondre aux questionnements dont nous pouvons être l'objet constituerait évidemment un point d'appui. Et d'autre part, je pense que si ce sujet pouvait être surmonté et résolu, ça constituerait un élément important de la crédibilité, de l'attractivité dont je parlais à l'instant. Merci, je n'en dis pas plus. Merci, Monsieur le Président. Martin Lévrier. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre pour tous vos propos. Quelques questions rapides, d'abord sur l'apprentissage. Vous avez parlé du développement de l'apprentissage. Ma première question est, est-ce que ce développement se fait de la même façon que sur les autres formes d'apprentissage, c'est-à-dire beaucoup plus sur le post-bac que sur le pré-bac? Et si oui, comment faire pour améliorer le pré-bac? Si non, tant mieux, pouvez-vous nous expliquer les recettes? Même chose, vous avez parlé de la pluridisciplinarité, voilà, je vais essayer de ne pas le reprononcer celui-là. Est-ce que dans la loi sur l'apprentissage, à l'origine, il y avait une volonté de créer des UFA ou des CFA liés au lycée professionnel? Est-ce que dans l'agriculture, ça s'est vraiment développé? Et est-ce que c'est une piste de développement aussi, en particulier dans le pré-bac, et qui aiderait à la J'arrête. Autre point, vous parliez de l'attractivité et vous expliquiez que le vivier le plus important aujourd'hui était plutôt dans le monde urbain pour attirer des jeunes urbains à venir vers l'agriculture. Est-ce que dans ces pistes-là et dans le budget, il est prévu une logique vers les internats? Parce qu'on peut se poser la question de faire venir les jeunes dans la ruralité. C'est un peu difficile quand même de créer des fermes au milieu de Paris. Donc comment faire venir? Et est-ce que l'internat est une piste ouverte ou pas? Et puis, dernier point, presque sous forme d'humour, vous avez démontré la capacité des enseignants du monde agricole de s'approprier les briques dans le pacte. Et puis plus de 52%, si j'ai bien compris, ce qui est un grand succès par rapport à, j'allais dire, une certaine frilosité dans l'éducation nationale. Quelle est votre recette? Est-ce que c'est à base de carottes ou pour aider l'enseignement de l'éducation nationale à avancer sur ce sujet? Merci. Monique de Marco, pardon. Merci. Bonjour Monsieur le Ministre. Moi j'ai une question simple. Je suis là. Au regard de l'importance et des enjeux de la future loi d'orientation et d'avenir agricole, comment allez-vous mettre en place et surtout renforcer l'enseignement de l'agroécologie paysanne et de l'agriculture biologique au cœur des programmes de l'enseignement agricole? Je voudrais que vous précisiez un petit peu, que ce soit pas une option, que ce soit quelque chose qui soit... Est-ce que vous comptez renforcer cet enseignement? Colombe-Brossel. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Deux sujets. Le premier, je continue à tirer le fil sur la création, vous en avez parlé dans votre propos introductif, de postes médico-sociaux. Trois questions précises sur ces créations de postes qui sont pour le coup une bonne nouvelle par rapport au budget de l'enseignement que nous avons pu examiner. La première, il y avait déjà eu des créations de postes au budget de l'année dernière. Quelle est la proportion de postes qui sont réellement aujourd'hui occupés? En gros, est-ce que il y a création de postes, mais il n'y a pas d'adultes derrière? Deuxième question, la particularité de ces professionnels dans l'enseignement agricole, c'est d'avoir des trajets, des temps, des distances entre les différents établissements dans lesquels ils et elles travaillent
plus important en moyenne que dans l'enseignement public non agricole. Est-ce que ce sujet fait partie des sujets sur la table en termes de mutualisation, en termes de réorganisation pour concourir à une meilleure attractivité de ces postes? Et vous aurez compris qu'il y a évidemment un lien avec ma première question. Et puis, dernière question, est-ce qu'il n'est complètement farfelu d'imaginer des mutualisations avec l'éducation nationale? Parce qu'on peut avoir des proximités d'établissements avec des tutelles qui ne sont pas les mêmes, mais plutôt que de fonctionner en silo, d'avoir un mode de fonctionnement qui reparte du territoire et de la géographie et de la capacité à exercer son métier. Et puis, deuxième question sur les bourses sur critères sociaux. Le budget en 2024 s'élève à 44 millions d'euros et il est en baisse par rapport à l'année dernière. Alors, nous avons eu exactement le même échange avec votre collègue ministre de l'Éducation nationale, dont le budget sur les bourses sur critères sociaux est en baisse, qui répond baisse de la démographie. Je me permets d'avoir un avis sur l'opportunité politique de faire des économies quand un Français sur 3 déclare ne pas arriver à manger à sa faim. Mais en ce qui concerne votre budget, vous nous dites légère hausse démographique. Du coup, je n'arrive pas à comprendre comment, avec une légère hausse démographique, un profil d'élèves dont vous avez d'ailleurs vous-même rappelé dans votre propos introductif qu'il n'était plus faible économiquement que le profil moyen des élèves de l'éducation nationale, comment est-ce qu'on explique une baisse du budget sur critères sociaux avec un peu plus d'élèves et des difficultés de vie quotidienne qui sont, elles, croissantes? Merci pour votre réponse, vos réponses. Catherine Morin-Desailly. Merci, Monsieur le Président. J'élargis le champ des questions à la coopération menée avec les régions, dont la compétence est bien sûr d'assurer aussi le financement des infrastructures, des établissements, mais aussi l'orientation. Et Monsieur le ministre, vous avez souligné à quel point il était important que ces jeunes soient bien formés et orientés. Ce sont des métiers d'avenir, quand on songe aussi au défi qu'est notre souveraineté alimentaire. Et puis après tout, les régions, elles sont aussi en charge du devenir de ce secteur, des exploitations agricoles qui retrouvent repreneurs, et de la politique agricole et de la pêche en général. Donc comment coopérez-vous et comment s'organise notamment cette étape très importante qu'est l'orientation? Et enfin, Karine Daniel. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Sur la question des emplois dédiés, mais pas forcément pourvus, on peut aussi élargir la question au CPE, parce qu'il y avait eu des postes fléchés et voilà, c'est une question qui nous paraît aussi importante pour la cohésion dans les établissements. Moi, je vais plutôt vous interroger sur les questions qui concernent l'enseignement supérieur et la recherche. On a beaucoup parlé de la question de l'accès des élèves boursiers à l'enseignement agricole. J'élargis cette question au volet enseignement supérieur et la recherche et au décrochage qu'il y a visiblement entre les établissements publics et les établissements privés. Donc il n'y a pas les mêmes conditions d'accueil des étudiants susceptibles d'être boursiers. Ils n'ont par exemple pas accès dans toutes les formations à l'aide à la mobilité internationale. Ça me paraît important de traiter cette question d'équité parce qu'on sait aussi que les établissements privés, évidemment sous contrat d'intérêt général, contribuent à la couverture territoriale de l'enseignement agricole dans les différentes régions et on sait aussi que des étudiants de conditions modestes suivent ces formations. Deuxième question sur le volet enseignement sup. La loi sur l'enseignement supérieur et la recherche avait ouvert à la possibilité d'ouvrir des formations vétérinaires pour des établissements privés. Donc il y a une première école, je crois, qui a répondu à cette possibilité, la salle Beauvais.
est-ce que vous avez une évaluation, une première évaluation des effets de cette ouverture? Où en sont les accréditations européenne sur ce type de formation et comment se positionne aujourd'hui le ministère de l'Agriculture sur d'éventuelles consolidations ou nouvelles ouvertures ou bien évaluation de cette nouvelle possibilité. Merci. Enfin, je l'avais oublié, Michel Laugier. Non, je me suis juste ajouté à la fin. Non, mais pas oublié, Monsieur le Président. Merci en tout cas, Monsieur le Ministre. Mais savoir, est-ce que comme dans l'enseignement général, les établissements agricoles connaissent certains problèmes d'insécurité, de comportement des élèves, du respect des enseignants, du respect des valeurs de notre République, du port de certaines tenues vestimentaires. Alors, est-ce que vous avez mis certains moyens en place pour ceci ? Voilà, je crois que tous ceux qui voulaient s'exprimer l'ont fait. Monsieur le ministre, je vais vous laisser répondre à ces différentes questions. Certaines se recoupent, notamment sur les négociations. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vais peut-être commencer sur la question qui est revenue de façon assez régulière sur la question du temps de travail des enseignants qui s'émeuvent un peu de la modification. Alors d'abord, je répète les choses. Il n'y a pas d'augmentation du temps de travail. Enfin, c'est un fait, comme disait l'autre. Et les faits sont têtus. Bon. Deuxième élément, il y a une réorganisation du temps de travail, mais le volume horaire est le même. Donc il ne faut pas qu'on dise c'est travailler plus pour gagner autant. C'est travailler autant et différemment pour gagner autant. Mais je répète ce que j'ai dit, donc c'est juste pour dire que c'est bien la volonté. Et je le répète, il n'y a pas d'économie budgétaire là-dessus. Donc c'est pas notre sujet, on s'en fiche en fait. C'est pas fait pour ça. Mais reconnaissons que l'évolution de la pédagogie, ça ne peut pas être un intangible en disant c'est comme ça depuis 2004 ou c'est peut-être quelque chose comme ça. Il ne faudrait pas le bouger. Alors après, je peux comprendre que ça puisse changer des choses et qu'il y ait besoin de comprendre. Alors quand je dis il faut faire de la pédagogie, c'est pas je vous écoute et je fais comme j'ai dit. On fait de la pédagogie pour bien détailler, regarder, expliquer, montrer comment ça se passe. Mais moi, je le dis, c'est compliqué d'en rabattre sur la question pédagogique. C'est d'abord une question pédagogique. Et donc, on va en parler avec les syndicats qui sont concernés. Ça a été dit par la sénatrice Billon, c'est 100 à 200 agents. Donc, c'est pas quelque chose de massif. Mais c'est pas parce que c'est pas massif que j'en tiens pas compte et que j'écoute pas. Mais il faut qu'on comprenne bien que la volonté pédagogique, elle restera. Parce qu'on a besoin de faire la pluridisciplinarité, plus que jamais, y compris pour adapter nos exploitants, futurs exploitants. C'est salvateur, la pluridisciplinarité. Donc c'est une évolution pédagogique que j'assume et après on va continuer à en discuter évidemment avec les uns et les autres parce que je suis très attaché à ça sur le sujet. Deuxième question sur ce que disait la sénatrice Billon sur les MFR. Alors moi je préempte pas un échec quand je commence juste la discussion. Enfin, je commence la discussion budgétaire avec les MFR et c'est normal qu'il y ait une discussion. Au moment où je débute, je dis pas bon alors maintenant qu'on va échouer. Non, parce que il peut arriver même qu'on arrive à trouver un terrain d'entente avec les MFR. C'est un élément très important. Mais il y a une baisse constante des effectifs. Ça, c'est aussi un fait qui s'impose à nous. Et donc, il faut qu'on travaille à la fois. Parce que c'est un réseau qui est très important, le réseau des MFR. C'est un réseau d'abord territorialement, vous le savez aussi bien que moi, très présent, y compris dans une maille très fine, dans des communes qui sont de petite taille, donc c'est un élément très important. Et donc il faut qu'on arrive à repenser avec les MFR. C'est pas une question budgétaire seulement, c'est une question de comment on reconsolide dans notre appareil de formation. L'appareil de formation de l'enseignement agricole, il est formidable parce qu'il est très divers dans ses formes et dans sa géographie. Mais donc on a besoin de travailler avec les MFR et donc c'est de leur permettre de continuer à exister et d'être une composante de l'enseignement agricole auprès des familles. On sait à quel point ils sont formidables aussi en termes comment dirais-je, d'inclusivité. Et alors pour le coup là on est sur quelque chose où il y a moins de jeunes et le budget est égal. Il n'a pas baissé. Hein. Bon, depuis des années. Donc il faut qu'on se repose la question de l'adéquation des moyens. Et je pense que la sénatrice Billon pourra le comprendre. Alors après, je finis juste sur l'aventure du vivant. Alors,
J'ai l'impression d'entendre ça toutes les années. Je me demande si mes prédécesseurs n'ont pas entendu la même chose. C'est il est bien votre bus, mais on ne le voit pas. Oui, alors il n'y en a qu'un ou deux. Ça ne peut pas tourner comme ça. On essaye d'être. Moi, je l'ai vu à Tours, je peux vous le dire. Alors c'est peut-être qu'il le déplace avec le ministre pour lui faire plaisir. Hein. Que c'est un peu Potemkin, notre affaire. Mais je ne crois pas seulement. Je crois que ça. Alors, il n'y a pas que. Mais je trouve que ce concept est un concept où on va vers, plutôt que venez vers, nous. On va vers les gens, on va sur les lieux où il y a du monde. À Tours, 45 000 visiteurs. Quand bien même j'en attrape, si je peux dire, que 100, j'ai fait quelque chose. En plus, c'est très original de format, parce qu'il y a les apprenants, les enseignants. Donc, j'entends la remarque, mais je trouve que c'est plutôt quelque chose qui a fonctionné et qui a fonctionné utilement pour faire connaître les métiers et pour faire en sorte qu'on puisse avancer sur la question du recrutement de jeunes, parce que ça, c'est un élément évidemment très important. Alors ensuite, il y a eu des questions sur... c'est la sénatrice Monnier sur la question de la pluridisciplinarité. Vous m'avez demandé si on comptait généraliser. Non, mais en même temps, il faut en faire. Voilà. C'est là aussi, on est toujours un peu dans un système français. C'est pas ce que vous avez dit. Hein. On dit c'est l'un ou c'est l'autre. Non, il faut de la pluridisciplinarité, mais pas que de la pluridisciplinarité. Voilà, donc c'est pas une volonté. Les affaires. Alors, lycée maritime, vous avez vous-même permis au ministre de l'Agriculture que je suis de dégager en touche, mais je vais le faire sincèrement, donc pas en touche vraiment, sur le ministère qui est en charge. Je vais en parler avec mon collègue Hervé Berville. Ça, je prends l'engagement devant vous, parce que ça, pour le coup, je reconnais volontiers que ça n'est pas dans mes compétences. Je reviendrai tout à l'heure sur les questions des AESH. Il me semble que c'est un élément global que vous avez évoqué. Monsieur le sénateur, vous avez évoqué la question de le budget se regarde à la hauteur de l'ambition. Alors, s'il se regarde à la hauteur de l'ambition, plus de 2 milliards en 2 ans sur un budget qui était à 5, je vous laisse en tirer les conclusions. Il me semble que c'est à la hauteur des ambitions. Voilà. Après, on peut en discuter sur le fond, mais je ne suis pas complètement d'accord avec vous néanmoins. Je pense qu'il faut des moyens, mais il faut aussi une stratégie et un cap. L'ambition, c'est pas que des moyens. Ça vient traduire. Si vous dites j'ai une ambition que vous mettez pas de moyens, c'est un peu vain. Alors là, les moyens, on peut pas dire qu'ils y sont pas. Et par ailleurs, le pacte et la loi d'orientation permettront de dire aussi le cap, au travers d'un objet aussi que vous avez sous les yeux, qui est l'objet de la planification. Donc je pense que c'est un élément important de rappeler ça, parce que je pense que c'est un élément qui permet aussi de dire que je crois qu'on a... Rien n'est jamais parfait, hein, vous m'entendrez. Je donne assez rarement dans le registre de l'autosatisfaction et je ne suis pas sûr que ça me vienne un jour. Mais je pense qu'on a plutôt une trajectoire où on a un cap et plutôt une vraie trajectoire budgétaire. Sur en plus un process triennal. Comme vous savez, budgétairement, on a aussi des réflexions triennales. Il me semble que c'est un élément important là-dessus. Alors la recette, monsieur, il y a des éléments que je reviendrai tout à l'heure, mais la recette, monsieur le sénateur Lévrier m'interrogeait sur la recette pour y arriver. Il y a une culture d'engagement incontestable, et puis il y a quelque chose d'une ambiance enseignement agricole qui est particulière. Ça mériterait de faire des études sociologiques, mais il y a quelque chose de particulier dans l'enseignement agricole. Je dis au passage, d'ailleurs, vous me disiez comment on attire, c'est vous qui me posez la question, comment on attire des gens qui viennent de la ville. 60% d'internat dans l'enseignement agricole. Hein. Donc c'est bien quelque chose sur lequel on travaille, qui existe, c'est hyper puissant. Hein. Et je prétends, moi, que dans les processus pédagogiques, l'internat n'est pas une mauvaise brique, sans faire de jeu de mots, qui participe de l'inclusivité des élèves, du suivi des élèves en continu, que ce sont ceux qui ont besoin de sortir de chez eux, qui sont désocialisés et qui retrouvent là quelque chose de l'ordre du lien, d'une petite société qui se crée. Et donc ça marche plutôt. Et donc oui, si on veut attirer des jeunes de la ville vers la campagne, pour faire une caricature, il faut qu'on continue cette politique active de l'internat, parce que c'est un moyen d'attirer. Il faut qu'on cherche aussi je pense que le plus difficile, c'est comment vous faites sortir un élève qui est en Île-de-France, proche Paris et proche banlieue, pour aller dans une exploitation agricole. Ça, c'est ça ce qu'on va travailler au travers du pacte. Parce que évidemment, il y a de la logistique, évidemment, c'est compliqué, parce que comme on se le dit, vous l'avez dit certains d'entre vous, j'ai pas d'agriculteur au pas de la porte. Hein. Donc c'est moins...
Ça veut dire que vous faites par nature moins de sorties. Quand vous vivez dans une commune ou dans un village où l'agriculteur au pas de la porte, tous les matins vous le voyez. Donc on ne peut pas faire ça en ville. Donc il faut qu'on construise quelque chose avec l'éducation nationale d'ailleurs, puisqu'une partie relève de l'éducation nationale non agricole. Il me semble que voilà, c'est ça. Et puis 2, il faut que les agriculteurs, et qu'on facilite parfois des réglementations, comment dirais-je, tatillonnes, l'ouverture des fermes aux agriculteurs. Il y a 400 000 exploitations en France. Les 400 000 n'accueillent pas aujourd'hui. Mais déjà, on en aurait la moitié qui accueillerait, ça ferait du monde, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est un peu de temps, hein. Donc, il faut une forme de reconnaissance d'une manière ou d'une autre. Je ne parle pas financière, c'est pas le sujet, je pense, pour les agriculteurs. Et il faut qu'on aménage pour que ça puisse se faire. Et donc, c'est comme ça qu'on va essayer de construire, me semble-t-il, la question. Les AESH sur la CDIsation, reprise effective en gestion et en paye par le ministère de l'Agriculture. Pardon, je n'avais pas répondu à cette question, mais je fais le paquet. Ça nécessite d'harmoniser des dossiers, c'est à peu près 400 personnes, donc c'est pas un tout petit sujet. On a remis des moyens l'an dernier, d'ailleurs, au ministère sur ces questions de gestion des ressources humaines, parce que c'était aussi une difficulté que nous rencontrions, et donc on va essayer sereinement, et je le dis avec sérénité moi-même, et en transparence pour les agents, de faire ça dans le premier semestre 2024. Vous avez raison, c'est un élément important que vous me posez, qu'il faut qu'on essaye de résoudre dans la perspective de l'année 2024. Madame la sénatrice Brossel, vous m'avez interrogé sur le taux de couverture des postes à la rentrée, c'est 99% globalement. Je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas que ça sera facile demain. Donc je préviens que on a un sujet d'attractivité, mais le pacte enseignant, le sens qu'on donne aux choses, la loi d'orientation, enfin tout ça doit essayer de montrer ce qu'on fait dans l'enseignement agricole, qu'il ne soit pas caricaturé ou caricatural, parce que de caricature, l'essentiel des métiers auxquels on forme ne sont pas des métiers d'exploitants agricoles. Il y a plein de métiers dans l'enseignement, on ne connaît pas les 200 métiers, et j'ai quand même besoin d'exploitants agricoles. Par ailleurs, je rappelle que dans l'enseignement agricole, 10% seulement des jeunes ont des parents agriculteurs. Et je crois que 50 ou 60% ne sont pas issus du monde agricole. C'est-à-dire en proximité. Donc, c'est 70 plutôt ? 70, pardon. Donc, c'est une réalité qui existe déjà, d'une certaine façon. Mais il faut qu'on travaille là-dessus. On travaille là-dessus parce que ça amène plutôt à des métiers qui ne sont pas principalement exploitants agricoles. Encore que l'autre jour, j'ai rencontré des jeunes et des jeunes femmes. Je signale que c'est un enseignement qui est assez bon en parité, contrairement à ce qu'on croit. De tête, 45% de femmes. 46, le directeur est plus précis que moi. Mais c'est normal, il est directeur. Et 54, donc, si je sais faire les calculs, ça c'est les maths qui sommeillent en moi. C'est normal, il est ministre. C'est normal, il est aussi directeur. Mais c'est un enseignement qui est très inclusif en taux de réussite, je le disais dans mon propos liminaire, mais très paritaire. Et c'est une bonne nouvelle, contrairement aux images aussi répandues. Alors un peu genré, si on peut dire, en termes de profession, n'est pas assez paritaire en forêt, par exemple. Et c'est dommage parce que j'ai besoin de monde en forêt. Vraiment, je vais avoir besoin de tas de profils en forêt, donc évidemment. Mais de ce point de vue-là, c'est un travail. Donc on a besoin, le taux de couverture est important, mais on a besoin de travailler sur l'attractivité long terme. C'est le pacte enseignement, c'est la question du niveau de recrutement qu'on a évoqué tout à l'heure. Il me semble que c'est un élément important. La sénatrice Di Marco m'a évoqué la question... qu'est-ce qu'on enseigne et est-ce qu'on enseigne bien? Oui. Enfin, je vous assure que vous regarderiez les référentiels. On est vraiment. Alors, j'essaie de ne pas être que. Il faut qu'on enseigne tout ce que sera l'agriculture de demain. Le bio, l'agroécologie. Alors, l'agroécologie, c'est pour tout le monde parce que je pense que l'agroécologie, ça s'impose à tout le monde. Mais ça, c'est fait, hein, déjà. C'est une volonté collective. Après, moi je pense qu'on a besoin de doter nos jeunes qui vont s'installer d'une palette d'outils, parce que la vie qu'ils ont aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, je ne peux pas leur garantir comment elle sera dans 30 ans. Donc on leur donne des principes de base. L'agroécologie est un principe de base. L'adaptation, la capacité, la mobilité, l'agilité. C'est-à-dire que je ne peux plus garantir ce qu'on a pu garantir pendant une quarantaine d'années à un jeune que voilà ton climat, voilà ta production, voilà ton marché, et voilà le monde géopolitique que tu connais. Malheureusement, nous sommes rentrés dans les grands temps de l'incertitude. Donc dans ces cas-là, il y a deux solutions. Soit on a peur, on se replie, soit on dit je vais te donner des outils et des moyens d'être agile et de pouvoir naviguer dans cette incertitude. Et par exemple, dans la question de l'agroécologie, on fait partie.
Voilà. Après, dire aujourd'hui seulement c'est le bio ou autre, c'est compliqué parce que vous voyez, il y a 3 ans, tout le monde aurait dit va au bio, va au bio. Aujourd'hui, on a un tout petit sujet de consommation sur le bio. Donc, voilà, là, il me semble que... Et donc, on va travailler d'ailleurs sur la question des compétences, entre guillemets, psychosociales, pour naviguer dans ce monde d'incertitude, y compris parce qu'il y a beaucoup de mal-être dans le monde agricole. Et il faut qu'on les prépare à cette incertitude. Il faut qu'on les prépare aussi au monde dans lequel ils vont évoluer, qui donne le sentiment parfois d'être hostile. Après, c'est le boulot du ministre de l'Agriculture et de nous tous, me semble-t-il, si vous me permettez cette expression, de faire en sorte qu'on explique les métiers de l'agriculture. Parce que pour attirer des gens, si je lis juste les articles qui expliquent comment marche l'agriculture, ça ne va pas attirer beaucoup de jeunes. Hein. Ou ce que je lis sur Twitter. Quel jeune va venir? J'étais devant les forestiers avant de venir vous rejoindre. Les actions, l'image qu'on donne des forestiers, c'est la coupe rase, la tronçonneuse. Alors vraiment, on dit, oh bah c'est incroyable, on n'arrive pas à recruter des forestiers. Bah oui, c'est normal. Sauf qu'il faudrait expliquer qu'il y a des gens qui plantent, il y a des gens qui observent, il y a des gens qui conseillent, il y a des gens qui coupent du bois parce qu'il faut mettre ça sur les tables sur lesquelles nous sommes installés et que tout ça participe d'un cercle. Donc c'est ça aussi, je pense qu'on a besoin. Je fais la digression par rapport au psychosocial. On a besoin, mais si on veut installer des jeunes et si on veut installer des gens dans le secteur agricole globalement, on a besoin de valoriser les métiers. Vous avez quand même des enfants aujourd'hui qui n'osent pas dire que leurs parents travaillent dans des abattoirs. Hein. Bah, c'est pas un métier interdit. Hein. C'est pas un métier honteux. Il en faut des gens. Il y en a bien content qu'il y ait des gens qui travaillent dans les abattoirs. Hein. Et on va manquer de gens dans les abattoirs pour être salariés, et on va manquer de gens dans les abattoirs pour diriger les abattoirs. Et donc, il va bien falloir aussi qu'on dise ça tranquillement, pacifiquement, aussi pacifiquement je peux le faire. Mais il me semble que c'est un élément important. J'ajoute, Madame la sénatrice, que nous travaillons aussi beaucoup dans les lycées agricoles. Ça fera un joint un peu avec la question des régions. On travaille beaucoup sur les objectifs d'Egalim, les éco-citoyens. On est très avancé sur ces sujets-là, notamment parce que l'internat le permet un peu plus facilement, parce qu'il y a des temps qui sont réservés. Sans doute à ça. Et donc, je pense que nous sommes plutôt bien avancés sur ces questions-là. Sur la question des médecins, le recrutement de médecins, je ne sais plus qui m'a posé la question. Enfin, bref. On est bien dans la trajectoire avec plus 20 ETP pour en porter globalement le dispositif. 15 postes. Alors, c'est vrai qu'on a un sujet en permanence, mais ça, c'est le sujet démographie médicale, il touche de... Donc on a un sujet, alors on vous fera passer les chiffres peut-être d'ici la séance sur les éléments de ce que sont les effectifs de médecins. Je poursuis, pardon, pour ne pas être trop long. Le pouvoir des postes, je l'ai répondu à la sénatrice Brossel. Mutualisation, vous avez dit. Enfin, est-ce que... Alors, chacun cultive sa différence, donc il faut être... J'essaie de respecter la biodiversité d'écosystèmes d'enseignement. Après tout, ça fonctionne pas mal. Première des mutualisations, c'est que ces deux écosystèmes dialoguent, se comprennent, y compris pour dire tu pourrais aller dans l'enseignement agricole ou tu pourrais aller dans l'enseignement général. Il me semble que premier élément de mutualisation, il faut créer un climat de dialogue. Alors il existe, hein, mais le renforcer, c'est qu'est-ce qu'on fait en primaire, qu'est-ce qu'on fait au collège pour que ce dialogue entre les équipes de ces deux éducations, si je peux dire, ces deux modes d'enseignement, puisse se parler. À date, je ne dis pas que ça suffirait à mon bonheur, mais je trouve que ça serait déjà pas mal, il me semble qu'on puisse le faire. Vous m'avez interrogé, alors c'est Madame Daniel, je crois, sur la question de nouvelle école vétérinaire. Madame la sénatrice, alors c'est la deuxième promotion qui est accueillie, donc difficile d'avoir un peu de recul. Deuxième élément, reconnaissons qu'en France c'était formidable. Nous n'avions pas augmenté les effectifs permettant de fabriquer, si je peux dire, de former des vétérinaires. Une très grande partie des vétérinaires français allaient qui en Roumanie, qui en Belgique. Résultat, on a une démographie vétérinaire désastreuse et nous avons décidé d'inverser la tendance. Donc on va former le plus possible de gens dans les écoles vétérinaires existantes publiques. Par ailleurs, et on voit bien que l'enseignement agricole le fait assez bien, qu'il y ait une école privée qui se soit créée en Normandie, puisque c'est là qu'elle s'est créée, ça contribue à l'objectif que nous nous sommes fixés dans les écoles existantes et dans cette école complémentaire, de former 75% de vétérinaires en plus d'ici 2030. Et ça, c'est assez empirique parce qu'il suffit d'ouvrir... Enfin, je veux dire, on a déjà 40% de vétos formés en plus depuis 2017. Donc là, pour le coup, j'ai des faits, là. Et des statistiques. Après, on aura un deuxième sujet, mais ça, c'est moins votre sujet, mais ça va être le mien, c'est où est-ce qu'ils vont ?
Parce que j'aurais besoin qu'ils aillent un tout petit peu en rural pour faire pas que de la canine, puisque c'est comme ça qu'on dit maintenant, je suis spécialiste de ces questions. Et on dit la canine et la rurale. Et donc 40%, il faut qu'ils soient plutôt, c'est comme les médecins en général d'ailleurs, à quel endroit ils vont. Donc on a un sujet d'attractivité territoriale. Mais ça, c'est un deuxième sujet. Et donc ça ne vient pas se soustraire à l'engagement du gouvernement, ça vient compléter, parce que sinon on ne va pas y arriver. Hein. Et donc cette école est la bienvenue. Et nous avons une culture publique-privée plutôt solide dans l'enseignement agricole, plutôt apaisée entre les deux écosystèmes. Et moi, je m'en félicite parce qu'après tout, ça permet d'avancer et ça contribue à l'objectif. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Donc l'évaluation viendra après. Ah, les bourses, oui, pardon, les bourses. Non, mais vous avez raison, j'essaie de répondre aux questions comme vous l'aurez remarqué. Comme je passe sur la fiche sur les questions des régions, je reviens aux bourses. Oui, on travaille plutôt bien avec les régions. Alors les régions, qu'est-ce qu'on partage? On partage les questions de bâtiments, on partage les questions des personnels. On travaille bien sur les sujets d'Egalim, par exemple, avec les régions. Je crois on a besoin de renforcer avec elles, les régions, le travail, y compris de détection, d'encouragement, et ce d'autant que les régions ont une part de la compétence agricole. Il me semble que c'est un élément très important sur cette question-là, puisque la question, y compris de la loi et du pacte d'orientation, ça va être la question d'avec les régions de trouver les voies et moyens d'encourager par l'investissement, d'encourager par l'orientation les choses, et donc pas de difficulté. Sur les bourses, en fait, c'est un guichet. Donc, ça baisse quand il y a moins de demandes, ça augmente quand il y a plus de demandes. Je ne peux pas vous dire mieux. S'il y a plus de besoins, il y aura plus d'argent. Je ne peux pas vraiment vous dire mieux. Moi-même, je suis à penser que voilà, c'est comme ça. Franchement, je pense qu'on est plutôt. Je pense que c'est plutôt pas mal parce que c'est pas les critères qui viennent changer les choses. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Là, les questions de sécurité qui ont été évoquées par le sénateur. On n'a pas eu de fait plus avéré que dans d'autres établissements, plutôt moins, il me semble-t-il. On a évidemment des mesures, on s'aligne sur les mesures. Enfin, je veux dire, les établissements d'enseignement agricole sont soumis aux mêmes règles, aux mêmes vigilances, à la même vigilance du ministre sur les questions de respect des grands principes, y compris ceux de laïcité. Quand les faits sont signalés, tout le monde passe à la même toise, en enseignement agricole qu'ailleurs. Et donc, il me semble que c'est un élément important de le dire. Voilà, pas d'autre chose à dire à ce stade que le fait que nous sommes nous-mêmes très respectueux et très soucieux du fait qu'on respecte dans l'enseignement agricole aussi quelque chose. Alors après, comme vous avez en plus des élèves qui sont pour beaucoup en internat, vous voyez bien que ça facilite aussi le travail permanent de pédagogie et d'explicitation et la relation, y compris avec les familles. Hein. Le système internat est favorable de ce point de vue-là. Voilà, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs. Peut-être, Monsieur le Ministre, la question sur l'apprentissage entre le pré-bac et le post-bac. Est-ce que ça se développe autant en pré-bac qu'en post-bac? Partout, plutôt partout. Voilà, jusqu'à ingénieur. Et le lien lycée professionnel et apprentissage professionnel, il y a des liens qui sont... On a 200 CFPPA publics. On a 200 CFPPA publics, donc oui, ça se fait là, semble-t-il. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses très précises. J'essaye. Et nous aurons à analyser le rapport de notre rapporteur dans quelques jours. C'était important de vous auditionner, bien sûr, avant. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Ça t'allait ?